Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Il y a une fille qui penche les deux mains dans les manches. Mon invité du jour aime chanter la vie, les petites misères comme les grands moments, les plaisirs simples comme les tristesses inconsolables. Entre humour et émotion, ses concerts sont aussi l'occasion de rencontres complices avec son public qui le suit fidèle depuis plus de 15 ans d'une carrière sans faute. Cet invité, c'est Vincent Delerme que je vais tout de suite retrouver. Vincent Delerme, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez beaucoup d'actualités, mais on va commencer avec votre 6e album que vous avez sorti en octobre, bien nommé À présent, 11 titres, pour célébrer justement l'instant et se sentir vivant. Ça me donne envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant ? Pas mal de choses. En plus, là, en ce moment, on est en tournée. Du coup, c'est vrai que sur le plan professionnel, quand les spectacles, c'est vraiment le moment où on est le plus vivant, quoi. Notamment avant les spectacles, cette petite demi-heure juste avant le concert, où on voit les voitures arriver sur le parking, les gens, on sent... Il y a des loges aussi, des fois, dans les théâtres, où il y a des petites enceintes qui permettent d'entendre les gens dans la salle, le murmure de... Et ça, c'est vraiment un moment l'adrénaline, qui est très fort. Et ouais, c'est vraiment un moment où on se sent responsable de la soirée des gens. Et du coup, le côté vivant est très, très, très là. Ouais. Vous avez le trac encore ? J'ai jamais été trop tracker et j'ai essayé de pas l'être aussi parce que sinon c'est quelque chose qui vous coupe beaucoup de vos équipes. Le moment où une équipe technique, on peut la retrouver, c'est un peu technique comme... mais c'est important dans la vie de tournée parce que vos techniciens, ils installent, j'ai des spectacles souvent très scénographiés, donc ils sont longs à mettre en place. Donc toute la journée, les gars, à partir de 7-8 heures du matin, ils installent. Et si au moment où tout le monde peut dîner avant le concert, on est dans sa loge en train d'avoir peur et le trac, on les voit plus trop, donc il faut s'obliger à faire semblant au moins de ne pas la voir. Alors, en tout cas, cette énergie vitale qui est dans cet album, elle est portée aussi par une orchestration qui est vraiment très travaillée. C'est presque symphonique. On vous a connu beaucoup avec un piano-voix, c'était très sobre. Là, vous aviez envie de quelque chose de différent ? Un peu, c'est vrai que ça venait aussi du fait que l'album précédent, je l'avais fait avec les deux mêmes personnes, Maxime Leguil et Clément Ducol, qui ont travaillé sur les arrangements et sur le son sur ce disque-là. Et qu'on s'était obligé à quelque chose de très conceptuel. On n'utilisait que du piano, on avait utilisé tous les sons de l'album, les rythmiques, les basses étaient générés seulement par un piano et toujours le même piano. Et on s'était dit, l'album d'après, on utilise tout, les violons, les cuivres, et voilà. C'est ce qui s'est passé. Et puis ça collait effectivement avec beaucoup de chansons qui étaient beaucoup sur la vibration de vie, sur l'idée d'intensité et de ressentir cette chance d'être là sur Terre à ce moment-là. Et du coup, le côté lyrique et symphonique marchait un peu mieux là. Bon, alors on va se faire tout de suite une idée en écoutant l'un des titres de cet album, Je ne veux pas mourir ce soir. Il y a une fille qui penche, une robe de tennis blanche, et la peau qui a froid, il y a ça. Il y a un sentiment sur un terrain vaguement. Avant toi, je venais là, elle dit ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Il y a une fille qui penche les deux mains dans les manches. Je ne veux pas mourir ce soir, Vincent Delerme, une phrase qui a forcément un écho dans notre actualité où la mort s'est invitée, notamment avec les attentats du 13 novembre. C'était dans votre tête à l'écriture ou finalement c'est presque un hasard puisque c'est dans l'air du temps ? J'étais vraiment persuadé que ça n'y était pas. Et puis une fois que l'album a été terminé, qu'on m'a fait remarquer ça, parce que ça vaut aussi sur certaines autres chansons, je me suis dit, ah oui, il y a quand même une sorte d'ombre latente qui était nécessairement là, qu'on a tous en fait dans nos vies. C'est quelque chose en plus qui est arrivé et qui est dans un coin de notre tête, même les moments, les journées où on a l'impression de ne pas y penser, je pense. Et au-delà de ça, c'est vrai que vous parliez au début de l'émission du télescopage entre des choses qui sont parfois dérisoires et puis des grands sentiments. Sur le disque, ça fonctionne beaucoup comme ça. Et sur cette chanson-là aussi, parce qu'il y a cette idée « Je ne veux pas mourir ce soir », c'est un peu grandiloquent comme titre. Et en fait, c'est juste pour dire, voilà, il y a une soirée qui se passe, il y a une fille qui marche près de moi, qui porte ces vêtements-là. Et c'est un super moment. Et juste, c'est pas le moment de mourir. Mais pour moi, ces grandes problématiques-là de vie, de mort sont toujours... il faut les ramener aussi à des choses comme ça, très, très concrètes et très, très proches de nous, parce que c'est comme ça que
je trouve qu'on les donne mieux à ressentir qu'en étant trop abstrait ou philosophe, je sais pas. Bon, alors ce côté philosophe, ça me fait la bonne transition. Vous faites aussi une chanson avec Benjamin Biolay qui s'appelle « Les chanteurs sont tous les mêmes ». Il y a cette autodérision, vous vous moquez justement un peu du côté poète maudit qu'on a pu mettre comme étiquette sur les chanteurs, en tout cas de chansons françaises. C'est important, l'autodérision? En tout cas, c'est sûr que des fois on a besoin de dire aux gens « Ah, mais on est complètement au courant de ce que vous pensez, de ce que vous avez dans la tête », parce que ça met tout le monde à l'aise dans les spectacles. J'ai souvent joué sur ce truc-là avec des voix off qui disaient un peu ce que les spectateurs avaient dans la tête, et du coup ça casse la distance avec la barrière avec le public. Et là, en l'occurrence, c'était effectivement, il y avait ce côté-là dans la chanson, le côté un peu sur la panoplie de chanteurs, le fait de mettre sa petite veste, de marcher sous la pluie en racontant qu'on s'est fait quitter par une fille, parce que ça fait partie de l'histoire de la chanson. Il y a des sortes de lieux communs par lesquels on passe tous plus ou moins. Et puis, c'était aussi une chanson sur la relation qu'on a entre chanteurs, le fait de se regarder comme ça, de loin. Oui, parce que vous avez commencé en même temps avec Benjamin Biolay. Oui, absolument. Et puis, les chanteurs, il y a des gens qui vont vous dire, des chanteurs qui vous diront « Mais non, mais moi, je m'intéresse qu'à mon truc, les autres, j'en tiens pas compte. » Mais c'est vraiment mentir, parce qu'on fait... Forcément, on est en éveil, on se dit « Ah oui, il a fait ça comme pochette, c'est pas mal quand même. » il a écrit telle chanson que j'aurais bien aimé écrire moi. Enfin, il y a une sorte d'émulation comme ça qui se fait. Il y a aussi des fois une forme de jalousie et aussi beaucoup d'affection et de complicité, parce que quand on se retrouve, c'est un milieu que j'aime assez bien pour ça. On a tous été un peu ridicules dans des concerts, on s'est tous déchirés sur des plateaux avec des néons roses qui clignotent de partout, donc on peut pas trop se la raconter les uns vis-à-vis des autres. Mais alors justement, vous vous prenez pas au sérieux, on l'entend, c'est ce qui sans doute plaît à votre public, c'est en tout cas ce qui a plu à quelqu'un qui vous connaît bien et qu'on va tout de suite écouter. Il est interrogé par Mélina Huette. Il a quelque chose que je trouve très humain. Quand il parle au public, il n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, il n'essaie pas de jouer un rôle. Malgré plusieurs centaines de milliers d'albums vendus, il reste le Vincent Delerme que les gens connaissent. Il est pareil sur scène comme dans la vie. Les hésitations qu'il peut avoir ou le choix des mots, etc. Je suis toujours réfléchi, mais sa manière de les exprimer en public, elle est naturelle. Ibrahim Mahalouf, le trompettiste avec qui vous avez joué plusieurs fois, il explique aussi ce temps que vous passez avec le public. Vous l'avez raconté, vous créez une complicité notamment pendant vos concerts. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous ? En fait, je ne crois pas avoir décidé en amont que c'était important. Ça se fait un peu comme ça. Je m'en suis aperçu en faisant les spectacles. Et c'est sûr que Ibra, ça me touche qui parle de ça. On a fait 2 tournées ensemble, donc beaucoup de dates, parce qu'à chaque fois, c'est peut-être 80 dates par tournée. Et notamment, la dernière tournée qu'on avait faite ensemble, il était déjà sur son projet solo, en train de le travailler. Il avait beaucoup voulu venir malgré tout avec nous en tournée, donc c'était fort comme moment. Et puis c'est un musicien qui est très émotionnel aussi, qui est très capable de se mettre... alors maintenant, il est au service vraiment de son projet, parce que ça marche énormément, mais pendant longtemps, avec tous les gens avec lesquels il a collaboré, il avait une couleur très différente, il s'adaptait. Et j'ai eu cette chance aussi très tôt d'avoir des gens qui sont avec moi sur scène et qui se mettent au service de ça. Et pour rejoindre votre question, de cette relation-là qui doit être assez juste finalement, parce que quand on parle de choses qui sont intimes, qui viennent de vous, qui ressemblent à votre vie, et qu'on a envie de les transmettre, parce que le but c'est pas de dire moi j'ai vécu ça, puis vous sûrement pas, c'est de dire j'ai vécu ça à votre place et j'en témoigne à votre place. Il faut être accompagné par des gens qui sont pas du tout dans la volonté de montrer qu'ils sont des super musiciens, et qui sont des super musiciens, en l'occurrence Ibrahim, incroyable, mais qui se mettent dans cette logique-là et dans cette énergie-là. Et ça a toujours été très fort avec Ibrahim, par exemple, de travailler pour ça. Bon, en tout cas, vous parlez, vous racontez effectivement des moments de vie qui sont importants. Il y a une autre chanson assez émouvante dans l'album qui s'appelle « La dernière fois que je t'ai vu », où vous évoquez la disparition de votre grand-père. Ça m'amène à une autre de vos actualités. Vous publiez 3 recueils de photographies chez Actes Sud, dont ça s'est pris au gré de vos tournées, de vos flâneries. Et puis, il y a « C'est un lieu qui existe encore », où votre grand-père, Pierre, vous l'avez interrogé sur son enfance et vous racontez avec des photographies. La photographie, qu'est-ce que ça vous apporte en plus de la chanson? Alors c'est que j'ai un peu de mal à théoriser la photo en chanson. J'ai plus d'ancienneté, donc j'arrive mieux à en parler. Et la photo, c'est assez intuitif finalement. Des fois, les gens on me dit est-ce que c'est quelque chose qui complète, ou est-ce qu'on peut dire en photo ce qu'on peut pas dire en chanson. Je saurais pas trop dire. C'est pas par exemple là, pour parler effectivement, c'est 3 livres différents, et un des 3 livres se porte sur des entretiens que j'ai fait avec ce grand-père, parce que je sentais qu'il allait bientôt disparaître, et que finalement, comme beaucoup de grands-parents, je connaissais des bribes de
son enfance, de sa jeunesse, mais vraiment par petits bouts. C'était pas net. Et du coup, là, je lui ai fait bien raconter. Il a joué le jeu à fond. Il a fait très, très sérieusement les entretiens. Il disait, mais ça, peut-être on en reparlera tout à l'heure. Enfin, c'était assez drôle. Et après, j'ai été photographier tous ces lieux dont il me parlait, notamment dans Paris, tels qu'ils étaient devenus. Et typiquement, c'est un projet que là, il n'y a que la photographie qui pouvait me permettre de faire ça. J'aurais pu les décrire en chanson, mais ça n'aurait pas fonctionné de la même manière. Donc, effectivement, je crois à la même logique, la même tournure d'esprit que dans les chansons, mais pour dire d'autres choses, d'autres sujets. C'est toujours des moments de vie partagés, en tout cas. Vincent Delerme, on finit toujours avec le coup de cœur de notre invité. Vous avez quelques mots pour nous dire pourquoi vous avez choisi la pièce de théâtre Réparer les vivants. Et ben, c'est un livre que je n'avais pas lu et que j'ai découvert à travers cette adaptation d'Emmanuel Noblet, le livre de Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants, qui a eu beaucoup de succès. Et Emmanuel Noblet a adapté c'est un comédien de théâtre, il a adapté ce livre avec un seul en scène qui fonctionne très fort et à juste titre. Là, on voit l'affiche quand il jouait au Théâtre du Rond-Point. Et maintenant, il tourne un peu partout et c'est un spectacle très émouvant et particulièrement pour moi parce qu'Emmanuel, il se trouve que j'en parle parce qu'en plus, en ce moment, il a plein de succès, donc je suis hyper heureux pour lui, mais c'est presque mon meilleur ami et c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé quand j'étais étudiant, qui a même fait les lumières pour mes premiers spectacles. Donc il y a encore une fois une histoire et un partage de vie. Non, c'est toujours des moments partagés. Ça vaut vraiment la peine, c'est un très beau spectacle et je crois qu'il tourne encore quelques mois en France. Ouais, en tournée exactement en France jusqu'au 23 mai prochain. Merci beaucoup Vincent Delerme d'être venu nous parler de toutes vos actualités. Je remontre ce très bel album À présent qui est paru et puis ces ouvrages de photographie parus chez Actes Sud. Et on n'a pas eu le temps de parler de votre prochain spectacle photographie. Ce sera à la Philharmonie de Paris en avril prochain. Merci encore d'être venu nous voir. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de la pièce Réparer les vivants en tournée en France jusqu'au 23 mai prochain. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pourquoi est-il maintenu en réanimation s'il n'y a pas d'espoir? Qu'est-ce qu'on attend? Je comprends pas. Je veux voir Simon. Virgilio Breva, vous partez prélevé à l'hôpital du Havre. Il faut nous interroger ensemble et nous poser la question de son consentement. Attendez, du consentement à quoi? Du consentement au prélèvement de ses organes afin de permettre des greffes.